Les Imagitateurs du JDR présentent Native American Zombies, un actuel play horrifique qui vous plonge au cœur d'une tribu autochtone américaine, monté et présenté un peu à la manière d'un livre audio, pour le confort de vos petites oreilles. Imagitatrices, imagitateurs, hello there! Comment que ça va bien les gens? Éric avec vous en plein cœur de la saison estivale et toute l'équipe des imagitateurs sont en mode été, les doigts de pied en éventail, on profite du beau temps et j'espère que vous en faites tout autant. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on te présente cet actuel play, sans prétention, dans lequel j'ai invité Matt à interpréter un jeune Amérindien. Et pour ceux qui l'ignoraient, Matt et moi, on adore l'histoire. Bien sûr, ici, on a ajouté un aspect fantastique, horrifique. Faut bien s'amuser, hein? Alors, mettez vos écouteurs, nous partons pour un territoire qui deviendra l'État du Maine, aux États-Unis, pour une balade qui ne devrait pas être de tout repos. Oh non! Si tu veux bien, Matt, transportons-nous en 1620. OK, parfait. En Europe, la guerre de 30 ans embrasse déjà le continent. En France, Richelieu n'est pas encore cardinal, mais il y travaille. La Chine, elle, vit sous le joug de la dynastie Ming, et le Japon est dirigé par le shogunat des Tokugawa. En Nouvelle-France, Québec n'est qu'un modeste poste de traite, fondé 12 ans plus tôt. Plus au sud, en Acadie et dans le Maine, la nation Wabanaki vit au rythme des saisons et des forêts, comme depuis des millénaires. C'est là que notre histoire commence. L'automne s'est installé sur votre monde. C'est le temps des derniers fruits, avant que le froid ne referme ses mâchoires sur le territoire. Vous savez lire le ciel, écouter les rivières et sentir l'hiver jusque dans la moelle des arbres. Mais cette année, quelque chose cloche. Les animaux sont partis trop tôt. Les rivières se taisent. Un souffle froid, humide et chargé d'une odeur inconnue, monte de la mer et s'attarde dans les campements comme une présence indésirable. La nature ne parle plus. Elle retient son souffle. Dans les récits des anciens, le silence précède toujours la faim. F-A-I-M. Et la faim, ici, n'est pas une affaire d'estomac creux. C'est une force, une arme, une malédiction qui marche sur deux jambes. Le souffle brisé d'un ours. Il repose sur un linceul de feuilles mortes, haletant dans l'agonie. Son pelage, autrefois royal, baigne dans le sang. Le grand prédateur a été dévoré vivant par lambeaux. Une patte postérieure n'est plus et son flanc béant expose la chair meurtrie, mise à nu. Tu es accroupi à côté de l'animal qui prend ses derniers souffles. Derrière toi, Waban, ton meilleur ami. Qui es-tu? Je m'appelle Nibenigus. Ça veut dire lune d'été. Je suis un jeune guerrier. À quoi ressembles-tu, lune d'été? Pour mon clan, je ne suis pas très grand, 1m70. Cheveux longs noirs. Pour me démarquer des autres chasseurs et guerriers de ma tribu, je me suis rasé une partie du crâne. Le plus troublant, lorsque tu observes l'ours, c'est la nature des blessures. Ce ne sont pas les profondes morsures d'un autre ours ou de loup, mais de multiples déchirures et lacérations, comme en laisseraient des cervidés ou des humains, mais se laissant aller à une férocité démentielle. Tu as remarqué, pas un chant d'oiseau, pas un écureuil, fait Waban derrière toi, et pratiquement aucune piste de cerf. On n'a rien vu. C'est comme si une partie de la forêt était morte. C'est vrai que c'est plutôt silencieux depuis ce matin. Et les blessures de cet ours, je n'ai jamais vu ça. Il expire son dernier souffle. On n'a rien tué. Retournons au campement. Il faut en parler à Niskam, le sage du clan. Je ne sais pas, Waban. Si c'est un esprit mauvais qui a fait ça, il n'est peut-être pas très loin. Alors que tu as toujours un genou planté en terre, près de l'ours, près de sa carcasse, la main de Waban vient envelopper ton épaule derrière toi. Nibé, il faut avertir les autres. Je regarde attentivement.
la carcasse massacrée de l'ours. Je cherche un détail, quelque chose qui pourrait m'indiquer quelle bête féroce ou esprit malfaisant a pu s'en prendre à une si puissante créature des bois. Je te ferai pas tirer un jet. T'es un bon chasseur. Toi et Waban, vous êtes les plus jeunes de votre clan. Mais en toi, bien que plus petit que les autres, plusieurs commencent à percevoir la graine d'un leader. Tu sais que les cerfs, s'ils ont à devenir agressifs, attaquent avec leur bois, non avec leur dentition. Et pourtant, aucune canine ici. Il s'agit vraiment de morsures de cervidés ou, plus étrange encore, humaines. Tu sais que la scène de crime, si on peut l'appeler ainsi, n'a pas eu lieu ici. L'ours s'est traîné jusqu'ici pour mourir, près de la grotte, peut-être son refuge, mais il est tombé avant. Nibe se relève. Il regarde Waban. Suis-moi. Peut-être trouverons-nous les traces de la créature malfaisante qui a fait ça. J'ai besoin de réponses. Nous ne pouvons pas nous présenter au village avec des suppositions ou juste la description de la dépouille de cet ours. Viens. Toute créature laisse des traces au sol. On va encore se faire gronder, Nibé. Tu le sais. Waban secoue la tête. Et bien qu'il te dépasse, justement, d'une tête, comme toujours, il t'obéit. Nous allons faire notre premier jet, un jet d'esprit. Alors que tu vas tenter de remonter la piste de l'ours, retrouver le lieu de la lutte, comprendre un peu plus ce qui est arrivé. En esprit, à quoi ça ressemble pour lune d'été? Son esprit est plutôt aiguisé. J'ai bon. Ça ne sera pas facile, mais tu vas avoir un léger avantage quand même. Fais-moi un jet, 60% et moins. 88. Le soleil d'automne va décliner rapidement, descendre jusqu'à la cime des arbres. La noirceur faisant, vous allez vous rendre jusqu'à une rivière. Tu vas comprendre que ça s'est passé aux abords de celle-ci. Mais le temps de descendre jusqu'à celle-ci, le temps vous a rattrapé. Il fait trop sombre maintenant pour en découvrir davantage. Il faut rentrer, Nibé. On n'y voit pas plus que dans le cul d'un ours. Ah, nous ne rentrons avec rien. La créature n'est pas loin. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Waban, tu as vu comme moi la carcasse de cet ours. Nous vivons ici depuis toujours. As-tu déjà vu de telles blessures? Il secoue la tête, te concédant ce point. Non, effectivement, mais il y a longtemps que nous aurions dû regagner le campement. Les nôtres vont s'alarmer et sans doute envoyer d'autres chasseurs. Tu ne réalises pas l'inquiétude que tu crées chez les gens? Tu n'en as que pour toi, Nibé. Wapi, la première va être morte d'inquiétude. Pense un peu aux autres pour une fois. Debout sur une pierre, près de la rivière, lune d'été regarde la forêt alentour de lui. Ton regard s'est posé vers l'est, vers la côte, que vous avez quittée 1 mois plus tôt. Un sentiment étrange t'assaille. Retournons au campement à Waban. Mais demain, dès l'aube, nous reviendrons. Cette fois-ci, malgré la pénombre, tu vois que Waban soutient ton regard. Il ne baisse pas les yeux comme il a coutume de le faire souvent. Ça, c'est à Niskam de décider. Et sans t'attendre, il tourne les talons et prend la direction du campement. Je porte encore mon regard vers l'est. Je saisis mon arc ainsi qu'une flèche et je m'enfonce dans la forêt pour rattraper Waban. Le bruissement de tes pas qui s'éloigne et puis le silence qui enveloppe à nouveau l'endroit, hormis le chant de la rivière et peut-être quelque chose d'autre. Ça compléterait la première scène? Oui, je pense que le ton est installé. Je regarde tes aspects sur ta fiche. Courageux, ingénieux, ça c'est positif. Impulsif, suffisant, fauteur de troubles. Ouais, je crois qu'on l'a bien senti. Votre peuple vit au rythme du nomadisme saisonnier. C'est-à-dire que l'été, toute la communauté se retrouve près de la côte, dans le village, où résonnent les rires et où la mer nourrit les familles. Mais lorsque l'automne annonce le grand départ vers l'intérieur des terres, la tribu se fragmente. Vous vous divisez en petits clans, 3 ou 4 familles, unies par le sang ou l'alliance, et vous vous enfoncez dans la forêt pour affronter l'hiver et vivre de la chasse. C'est l'un de ces clans, ton refuge contre le froid et l'isolement, que tu t'apprêtes à rejoindre. La noirceur s'est installée depuis un certain temps, alors que tu pénètres dans le campement. À quoi ça ressemble, lune d'été, cet endroit que vous allez occuper pendant toute la saison froide? Nos campements sont, disons, assez simples et pragmatiques. Des wigwams en écorce de bouleau, des branches de sapin comme litière à l'intérieur de ces derniers, peaux d'orignal et de chevreuil,
et d'ours, feu au centre, juste assez pour survivre. On s'y entasse à plusieurs, l'hiver durant. Ils peuvent contenir jusqu'à 15 personnes pour les plus grandes huttes, comme celle de Niskam, qui est tout au centre. Alors que ta silhouette et celle de Wabam commencent à apparaître à la lueur du grand feu, une jeune femme te suit du regard. Wapi, ta jeune promise. Sur ses traits, le soulagement, alors que vous êtes le dernier duo à entrer au campement. Un rapide coup d'œil, tu t'aperçois que les hommes adultes du groupe ne sont pas là. Tu perçois de l'activité près de la hutte de Niskam, le sage et chaman du clan. Je m'approche de Wapi. Si sur son visage, on voit du soulagement, le mien est livide. On y lit un mélange de peur et d'incompréhension. Elle bondit, debout, à ton approche, et vient se coller à toi, contre ton corps. Et trop soulagée de te voir apparaître, elle n'a pas conscience du changement qui s'est opéré sur ton visage. Visage sur lequel elle vient déposer une main sur le côté pour le caresser, remonter jusqu'à ta temple rasée. « Nibé, j'étais inquiète. Où étais-tu? » Nous avons fait une mauvaise rencontre, moi et Waban. Vous aussi? Comment nous aussi? Les autres chasseurs, ils sont tous revenus avec cet air étrange. Ils disent qu'ils ont vu des choses bizarres dans la forêt, mais ils ne m'ont rien dit. Elle se redresse sur la pointe des pieds pour venir déposer un baiser sur tes lèvres. Écoute, Wapi, je suis convaincu qu'un esprit malfaisant rôde. Quelque chose se rapproche de nous. Il y avait un silence comme si la forêt était morte partout. Aucun gibier, et nous avons vu un ours agoniser. Je ne sais quelle bête l'avait traqué ou chassé, mais sache que je suis... Nibé! Waban! La voix puissante de Sanket, le plus valeureux, le plus robuste des chasseurs, à l'entrée de la hutte de Niskam. Venez, on vous attend! Dans tes bras, tu sens Wapi frissonner. À tes mots, tu lui as transmis une part de ta peur. Et peut-être connaissant ton tempérament, toi qui réagis à retardement face à des ordres, elle te pousse vers la hutte. Du moins, elle amorce ton mouvement d'une petite poussée affectueuse. Allez, allez! Wabam, ton meilleur ami, lui, est déjà auprès de Sanket. Lorsqu'elle me pousse, j'attrape sa main. Je la serre très fort. Elle sourit. Je la regarde et la quitte rapidement. J'ai déjà trop fait attendre. Vos doigts se séparent. Le bruit d'une peau que l'on repousse. Et vous êtes dans la hutte de Niskam. Les 8 chasseurs, les hommes adultes du village, sont là, autour du petit feu, dont la fumée s'échappe par le trou de fumée. Et assis, jambes croisées, le vieux Niskam. Je me ferai un chemin à travers les chasseurs pour m'asseoir à la place qui me revient. Quels sont les regards qui sont posés sur toi, Nibé? Comment es-tu perçu par les autres chasseurs de ton clan? J'ai parlé que certains te voyaient comme une possible relève, mais est-ce parmi les chasseurs ou les autres membres du clan? On me regarde souvent avec, disons, un air désapprobateur. Je suis rarement le premier à arriver lorsqu'on se réunit. Je parle souvent trop et j'ai la fâcheuse tendance à choisir ma place autour du feu, même avant qu'on ne me l'indique. Ce que je viens de faire d'ailleurs, toujours pour être près de Niskam. Autrefois, on mettait ça sur le dos de ta jeunesse, mais maintenant, quoi, une vingtaine d'années? Lune d'été? Un peu de l'arrogance. Et justement, le chaman, le sage du clan, Niskam, lui, comment te perçoit-il? À une certaine époque, je crois qu'il avait de grands espoirs. J'apprenais vite. Mon esprit était toujours en mouvement. Plus jeune, j'ai souvent eu de longues discussions avec lui. Mais il s'est rendu compte en vieillissant que je remettais de plus en doute ses paroles ou ses conseils. Et souvent devant le clan. Disons que ça s'est refroidi avec les années. Et on le sent dans cette ambiance, alors que, à tour de rôle, chacun partage les impressions qu'il a ressenties lors de la dernière chasse. Le silence, le gibier qui a déserté, des petits animaux morts déchiquetés. Toi et Waban avez aussi narré ce que vous avez vu. Le vieux Niskam a écouté, attentif, ponctuant vos récits de simples hochements de tête. Maintenant que le silence est revenu et que tous ont parlé, il s'exprime. Nous avons quitté les côtes à la lune précédente. Il n'y avait rien d'anormal là-bas. Mais la communauté n'a occupé qu'une seule partie de la côte. Seulement les villages. Il y a des lieux qui mériteraient qu'on y jette un coup d'œil.
comme la baie de la Grande Gueule. La mer y rejette beaucoup de choses. Niskam se tait, semble songeur, du moins plus que de coutume, comme s'il vous cachait quelque chose. Toi, ça t'intrigue. Ton regard s'est porté vers l'est, vers la côte. Et voilà que le vieux Niskam parle d'aller voir à la baie de la Grande Gueule. Je chuchote à l'oreille de Waban. Qu'est-ce qu'il sait qu'il ne nous dit pas? Encore. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, Nibé. Tonne la voix de Sanket, le premier chasseur. Dis-moi, Niskam, pourquoi parles-tu de cette baie? Nous sommes déjà sur nos territoires de chasse d'hiver. Pourquoi reparles-tu de la côte? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu ne nous as pas dit? Le vieil homme baisse la tête et plonge son regard dans les flammes qui vous séparent de lui, tout au centre. La dernière nuit, j'ai fait un rêve étrange. Une mer rougie de sang, une silhouette décharnée en est sortie, me murmurant d'une voix qui semblait sortir de la terre plus que du ciel. Faim, 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 qu'elle disait. Une bave épaisse, ruisselant de ses lèvres. Il relève son regard et le braque sur vous. Le feu se reflète dans ses yeux humides. L'esprit de la faim rôde. Il s'est réveillé bien avant les premières neiges. C'est étrange. Ce n'est pas l'hiver qui approche. C'est la faim qui marche. Et elle vient de la mer, j'en suis presque certain. Le robuste Sanket murmure d'une voix teintée de crainte. Le Wendigo. Chut, chut, tais-toi. Aucun acte de cannibalisme n'aurait pu se produire avant que la morsure de l'hiver nous pétrifie. La chaleur de l'automne nous berce encore. Non, non, impossible. Ne prononce plus ce mot. Un silence malaisant s'installe. Il nous faut nos guerriers pour protéger le campement. Waban, Nibé, c'est vous qui irez à la baie de la Grande Gueule. Voir si l'origine de ces phénomènes viennent de là. Kichi et Nigan, allez voir ce qui en est du campement de Tamakis. Ils auront peut-être plus de renseignements que nous. Ils sont plus à l'est. Et c'est à l'est vers la côte, je crois, que provient cette faim. Vous partirez demain, tous les 4, chacun vers sa destination. Il en sera comme tu dis, Niskam, fait Sanket. Si ce n'avait été que le soleil s'est couché aussi vite ce soir, j'aurais sûrement pu remonter la piste de la créature malfaisante qui a abattu cet ours. Demain, je pourrais y retourner avec des guerriers. Tu veux vraiment que j'aille à la baie de la Grande Gueule? Demain, Sanket et les guerriers resteront ici au campement. Nous devons protéger les nôtres. Toi et Waban, vers la côte, vers la baie. Kichi, Nigan, au campement de Tamaski. C'est ce qu'il faut faire. Si tu le dis, enlever 4 guerriers à notre campement pour le protéger, c'est ta solution, Niskam? Il soutient ton regard. L'une d'été se rend compte qu'il a trop parlé. Il sent le regard des autres. Et c'est Sanket qui va briser ce silence. Bien sûr, c'est ta grande expérience qui parle, Nibé, n'est-ce pas? Connaissant Sanket, tu sais qu'il fait autant référence à ton peu d'expérience qu'à ta courte taille. Je ferai comme Niskam a dit. Mais sachez que je pense autrement. Je me lève, je ramasse mon arc et mes flèches. Je pousse la lourde peau qui me sépare de l'extérieur. Et je quitte. Qu'il pense autrement. Comme c'est surprenant. Dans les ombres, à l'extérieur de la hutte, quelqu'un bondit sur toi, dans ton dos, t'agrippe de ses bras et t'embrasse dans le cou. Tu ne m'échapperas pas, j'ai envie de toi. En réflexe, j'avais porté la main à mon couteau. Ne fais pas ça, je te l'ai déjà dit. Je vais finir par te frapper. Elle pouffe de rire. J'ai peur. Tu devrais. Et toujours agrippée à ton dos, elle vient mordre ton cou, gentiment. Demain, je vais partir, avec Waban, pour la baie de la Grande Gueule. Niskam pense que le mal qui a tué les animaux sur le territoire de chasse est sorti de la mer là-bas. Sa bouche s'est détachée de ton cou, mais ses bras t'enveloppent encore. Elle s'accroche à toi, puis ses lèvres viennent jusqu'à ton oreille. Tu retournes jusqu'à la côte? C'est ce qu'il veut. Je serais resté ici avec les chasseurs, et j'aurais traqué cette bête. Mais c'est ce que Niskam veut, et... Tu dois l'écouter si un jour tu veux gravir, si tu veux devenir le chef des chasseurs. Tu dois apprendre à écouter. Ce n'est pas ce que je voudrais faire. Te laisser ici et partir pour la côte. Si c'est ce que Niskam m'a dit, et que c'est l'esprit de la faim, tu devras maintenir ton feu puissant et fort. Et la sauge aussi. Tu comprends? Je le ferai, grand guerrier. Toujours ses lèvres collées à ton oreille. Oui, je le ferai. Mais ça, c'est demain. Là, c'est autre chose que j'ai envie. Elle te mordille l'oreille, et sa main trouve ton torse. Réticent au premier abord, Lune d'été se laisse entraîner dans le wigwam de Wapi. C'est bon, c'est demain.
D'une main, comme tu l'as agrippé tout à l'heure, elle agrippe la tienne et t'entraîne jusqu'à la hutte. L'épaule appuyée contre un bouleau, Waban, ton ami, n'a rien manqué de la scène. Un léger sourire. Ouais, peut-être deviendras-tu plus sage, mon ami. Peut-être deviendras-tu le grand guerrier et le grand chef dont tu rêves de devenir. Il se décolle de l'arbre et lui aussi regagne sa hutte. Est-ce qu'on termine la scène là? Oui. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Non, je pense que ça va. On comprend que c'est un petit emmerdeur qui écoute pas, là. Ouais, on a vu le caractère. Maintenant, il faut voir le reste. À vos pieds, Waban et toi, la baie s'étire et se mêle à une mer démontée et rageuse. On l'appelle la baie de la Grande Gueule, et ça lui va bien. Tout son pourtour est taillé dans un roc noir, des crocs de pierre qui mordent l'océan depuis des générations. Et là, accroché à l'un de ces pics rocheux, telle une canine de granit pointée vers le ciel, un navire, éperonné, agonise. Reconnais-tu ce drapeau en lambeaux qui s'agite au sommet du Grand Mât? C'est un immense navire. Lune d'été comprend bien que cet immense canoë construit avec le bois de chêne puissant vient de l'autre côté de l'océan. Il sait que souvent ils arborent d'immenses pots aux différentes couleurs qui représentent la nation à qui appartient ces immenses canoës de bois. Mais celui-là, il n'est pas sûr de l'avoir vu. Waban, quelle nation, quelle tribu d'hommes blancs, ces couleurs, tu t'en souviens? Allez, Waban, réponds-moi. T'es en colère? Encore? Maintenant, mon avis t'intéresse? Combien de fois vais-je devoir m'excuser d'avoir tenté de convaincre Kichi et Negan de nous accompagner à la rivière pour continuer de suivre la piste de l'esprit malfaisant qui avait tué cet ours? Sauvage, je t'ai écouté et nous sommes ici. Allez. Mais encore une fois, tu as tenté de désobéir à Niskan. Notre mission était de venir ici, directement. Mais nous sommes ici. Au final, je n'ai pas désobéi. J'ai seulement... C'est l'intention qui compte, Nibé. L'intention et l'esprit de corps, l'esprit de la tribu. J'ai seulement proposé quelque chose de différent, mais nous sommes ici. Allez, Waban, tu as bonne mémoire pour ces choses. À quelle nation appartient ce canot de bois? Anglais, ce sont les Anglais. Ah, les Anglais. Et selon Niskam, le mal serait sorti de l'eau ici pour entrer sur nos terres. On peut se rapprocher. Il y a peut-être des survivants. Aussi, il y a peut-être des couteaux, peut-être des haches aussi. Si nous sommes vraiment chanceux, peut-être trouverons-nous une marmite. À l'évocation de ces objets tant prisés par les vôtres que vous obtenez grâce au troc avec ces gens, ces étrangers venus d'ailleurs, tu vois que le regard de Waban se modifie légèrement. Une note de convoitise brille dans ses yeux. Oui, on pourrait trouver plein de choses intéressantes et ce n'est pas incompatible avec notre mission. Allons jeter un coup d'œil. Restons quand même sur nos gardes. Si l'esprit malveillant a touché terre et était dans cet immense canot de bois, peut-être qu'il n'était pas seul. Il n'y a qu'une seule façon de savoir. Waban, Quoi? restons sur nos gardes. Bien sûr. C'est moi qui dis ça d'habitude. Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que... allez. Si nous faisons ce que nous avons à faire ici, nous serons plus vite revenus au campement. Tu avances? Je fais preuve de précaution. Lune d'été reste quand même toujours habité par les images de la carcasse de l'ours et aussi par le sentiment qu'il a eu quand il était près de la rivière puis qu'il a regardé vers l'est. Le fait aussi que Niskam ait parlé de l'est et ait fait un rêve où il a vu une créature décharnée sortir de l'eau. La faim, c'est quelque chose qui habite beaucoup Lune d'été. Ça l'inquiète énormément, donc. Même s'il y a un aspect peut-être de trouver des choses intéressantes à bord du navire anglais échoué, il reste que si le mal en est sorti, pour lui, peut-être qu'il reste encore quelque chose de mauvais à l'intérieur de ce navire. Alors que tu t'es mis en marche, Waban reste immobile un instant, son regard braqué sur ton dos. Il plisse les yeux. Lui aussi trouve ton comportement curieux. Toi, si courageux, si impulsif, habituellement. Et là, dis-moi si je me trompe, mais on voit clairement un état émotionnel venir s'installer, là. Venir un peu t'affecter, là. Il n'est pas encore effrayé, mais ça le met dans un état d'hypervigilance puis très fébrile
Ah, puis tu sais, il s'inquiète aussi, il est loin du campement, il est loin de ses frères chasseurs, il est loin de Wapi. Ça, c'est quelque chose qui vient particulièrement le chercher. C'est comme si que, une espèce de sentiment là, d'urgence, comme si quelque chose de très, très, très mauvais allait se passer. Dis-moi, est-ce que c'est assez pour aller cocher dans la jauge de pression mentale? Ah, moi, je la cocherais parce que, tu sais, il a vraiment changé de comportement. Tu sais, même Waban le remarque, là. Vous êtes maintenant à un jet de pierre de l'océan, dans l'ombre de ce géant de bois, empalé sur un roc. Mais la moitié du navire repose encore sur l'eau et est légèrement ballottée par les flots. La voile en lambeaux claque sous un vent harcelant. Vous êtes si près du navire que vous devez vous casser le cou vers le haut pour embrasser son immensité. Ça n'a rien à voir avec vos petits canots d'écorce, légers comme le souffle du vent. Non, c'est un monstre, un léviathan, qui s'est échoué devant vous. Une fois près de la coque, les pieds dans l'eau, je demande à Waban de me faire la courte échelle. Je trouve quelques prises et je commence à escalader le mastodonte de bois. Avec l'aide de Waban, ça va être relativement facile puisqu'il y a une espèce de cordage qui pend sur le flanc du navire. Cordage qui servait pour les voiles, mais brisé, est venu tomber sur le côté du navire. Je me sers de ce cordage-là pour me hisser. Et une fois que j'ai atteint les bords du bastingage, je jette un coup d'œil sur le pont du navire. Effrayé, mais aussi curieux et impressionné. « Nibé, je n'arrive pas à atteindre le cordage! Lance-moi une corde, quelque chose! » Un instant, Waban. J'enjambe le bastingage. Laisse-moi m'assurer que tout va bien ici, que la voie est libre. Un rapide coup d'œil circulaire. Tout autour de toi n'est que chaos renversé, caisses éventrées, cordages emmêlés, tonneaux éparpillés et en morceaux. Sur le bastingage que tu viens de traverser, des éclats de bois arrachés. On dirait bien des griffures. Pas celles d'un outil, comme tu en as vu chez ces étrangers, non. Comme si quelque chose aurait cherché à sortir ou entrer. Je me tourne, j'attrape mon couteau et je coupe une partie des cordages par lesquels j'ai monté. J'en coupe juste assez pour que la fissure que je suis en train de créer donne du jeu en bas. Peut-être un pied ou deux. Juste assez pour que Waban puisse l'atteindre. Ça suffit. Alors que le cordage est à portée de main, il réussit à se hisser et à grimper. Quelques secondes plus tard, c'est à son tour d'enjamber le bastingage. La mer, en contrebas, respire lourdement sous vos pieds, faisant craquer et vrombir le navire, comme s'il était vivant, comme si c'était une bête meurtrie à l'agonie. Ce n'est pas sans rappeler cet ours dans la forêt. Sur le pont, Nibé scrute, se déplace tranquillement. Il observe, regarde un peu partout. Aucun corps en vue, rien. Rien sur ce pont, hormis peut-être quelques taches sombres sur le bois. Difficile de savoir ce qui a pu les provoquer. Waban, tu entends? Il attend un peu, laisse passer le ressac de l'océan, puis... Oui, j'entends, c'est comme des râles. Ça provient. Il lève le bras et pointe l'ouverture au milieu du pont. C'est dans le cœur du navire. Couteau à la main, Nibé s'approche de l'ouverture et y jette un regard. Tu vois une échelle de bois qui était comme clouée sur le rebord du pont, mais l'échelle a été brisée. Je nous coupe une corde. Pourquoi faire? Pour descendre. C'est peut-être un survivant. Et là, on n'a rien trouvé jusqu'ici. Ces caisses, ça pue la mort. C'est leur nourriture de voyage. Tout semble pourri. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Ça me fait pas plus plaisir. Écoute, Waban, si ce bateau est la tanière du mal qui a touché nos côtes, peut-être devrions-nous y allumer un grand feu pour qu'il brûle. Tout à fait d'accord. Et d'un coup d'hache, il tranche une corde. Mais là, pour l'instant, il y a des gens là-dessous. Tu entends? On dirait qu'ils sont blessés. Lune d'été s'approche, regarde encore une fois par l'ouverture qui mène à la cale. Et il lance un « Oh là! Qui est là? Qui est là? » Seuls les râles te répondent. Écoute, Waban, l'homme blanc amène parfois avec lui des mots qui déciment village et campement de chasseurs.
Tu crois qu'il est de bon augure de descendre dans les entrailles de ce grand canoë de bois? Tu retrouves dans son regard cette lueur qui brillait lorsque tu as parlé de trouver quelques objets de valeur. Je n'approcherai pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce regard brillant, cette avidité, son regard descend à ton couteau. Moi aussi j'en veux un, pareil comme le tien. L'une d'été regrette ses paroles. Les paroles qu'il a dit tout à l'heure pour amadouer son ami et lui faire oublier sa colère. Ça se retourne contre toi? Waban, nous avons vu ce qu'il y avait à voir ici. Tentons de mettre le feu à ce grand canoë. Retournons au plus vite au campement. Et brûler des objets de valeur? Tu es fou, Nibé. Je jette juste un coup d'œil et je remonte. Promis, un objet et je remonte. Waban, sérieux. Il attache la corde. Qu'est-ce que tu veux, un couteau ou une hache? Reste ici. Les deux. Reste ici. Tiens la corde. Quoi? C'est moi qui t'ai mis toutes ces idées dans la tête tout à l'heure. C'est moi qui t'ai parlé de marmite, de hache, de traite et de couteau. Reste ici. Mais je vois bien que tu es réticent. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon sang, on dirait que la peur s'est accrochée à tes tripes. Je vais descendre. Parce que tu n'as pas peur, toi, de cette créature qui a déchiqueté cet ours? Tu rêves de Niskam? On ne sait pas encore ce que c'est. Le vieux Niskam parle du grand manque, de l'esprit de la faim. Mais ça ne survient que l'hiver. Regarde, il fait beau. Les feuilles sont colorées, mais encore accrochées aux arbres. Je ne crois pas que ça soit l'esprit de la faim, mon frère. Si tu tiens vraiment à descendre, nous y allons les deux. C'est bon? Ok, toi en premier ou moi? Écoute, descends en premier. T'es beaucoup plus fort que moi. Si quoi que ce soit se passe, tu me ressors de là au plus vite. C'est bon? Je te hisse d'un seul coup. Un sourire. Je dépose mon arc sur le pont, mes flèches. Je prends mon couteau, je le place entre mes dents et je tends le bout de la corde à Waban et je me laisse descendre tranquillement. Tu descends dans les ténèbres. Une fois tes mocassins qui touchent le sol, tu comprends que l'endroit est infiltré d'eau. L'eau t'arrive à la hauteur des genoux. Le râle se fait encore entendre. Je scrute les ténèbres en direction du son de l'homme ou la femme qui agonise. Tu devines des caisses répandues un peu partout. Et dans la direction du râle, une tache blanche, la peau blanche des étrangers. Tu l'aperçois. Je m'approche, couteau à la main. Mais j'ai inversé ma lame et la dissimule près de mon avant-bras. J'avance doucement et je tiens toujours la corde avec ma main gauche. Dans une espèce de cage aux barreaux de bois très solide, un homme est prostré, à la barbe croûtée de vomissures peut-être, et la peau recouverte de plaies galeuses. La cage porte des centaines et des centaines de marques comme celles aperçues sur le bastingage, telles des griffures. Ces barreaux faits d'un bois solide sont souillés d'un liquide visqueux et noirâtre à certains endroits. Je reste à bonne distance de l'homme enfermé dans cette étrange construction que je comprends avoir été fabriquée pour le retenir captif. Et je scrute aux alentours à la recherche d'un objet qui pourrait assouvir la convoitise de mon ami. Derrière toi, un plouf. Peut-être retiens-tu ton souffle un instant, mais tu comprends qu'il s'agit de Waban qui t'a rejoint dans la cale. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de rester. On a dit qu'on descendait les deux ensemble. Et qui me remontera s'il arrive quelque chose? La corde est là, je l'ai attachée. C'est un homme? Oui, ils l'ont enfermé, tu vois. Alors que tu pointes l'homme, tu vois l'un de ses yeux s'ouvrir, de ce bleu délavé, les veines du blanc éclatées. Nous avons évité à la table le diable. L'eau de mer s'est infiltrée dans les barils mal scellés, puis des insectes dans les biscuits et la farine. La faim nous tiraillait, alors que la vue de la côte se dérobait à nous. La faim est devenue volonté, et volonté est devenue une obsession. Mes compagnons, ils sont... Mes compagnons, ils ont commis le pire des péchés. Tu n'as rien compris, bien sûr. Tu ne comprends pas la langue de ces Anglais, n'est-ce pas, Nibé? Du tout. Je me tourne vers Waban. Tu vois ton ami, le regard figé sur quelque chose au loin. Les yeux de Waban se sont habitués peu à peu à la pénombre. Il aperçut quelque chose. Il tend le bras vers la droite. Je regarde. C'est quelque chose qu'il pointe. Des morceaux de cadavres humains,
flottent, disséminés, ici et là, autour de vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais ce qu'ils ont fait. Waban, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ce grand canoë de bois s'est échoué. Ils ont manqué de nourriture sur le grand océan. Et ils ont commis l'irréparable. Nous devons quitter cet endroit tout de suite. Le grand manque? La grande faim, Naban. Allez. La voix de l'Anglais qui s'élève. Fuyez! Fuyez, pauvres fous! Certains reviennent ici régulièrement. Fuyez! Fuyez! Mes yeux croisent les siens et je pousse Waban. Allez, allez! Quelque chose a frappé le pont juste au-dessus de vos têtes. Merde. Je porte ma main à la bouche de Waban pour lui faire silence. Le seul éclairage provient de cette ouverture dans laquelle vous avez glissé cette corde pour descendre. Et tu vois des raies de lumière s'agiter. Il y a quelqu'un près de l'ouverture. Et la corde, qui était immobile, se met à bouger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nibé! Je me recule en l'attrapant. Et alors que tu tentes de le faire taire, la voix de cet Anglais qui maintenant hurle. Fuyez! Ils sont là! Fuyez! La corde qui s'agite un peu plus et une masse qui dégringole et qui s'écrase dans l'eau dans laquelle vous croupissez. J'attrape Waban par sa tunique et le tire dans l'ombre avec moi. 2 corps sont tombés dans la cale. Le calme revient, comme s'ils avaient été noyés sous cette eau. Puis ils ressurgissent de cette masse noire. Des râles, mais beaucoup plus malaisants que ceux que produisait le vieil Anglais. Je tiens Waban fortement sur moi. Derrière quelques caisses et barils, je me terre. Tout va très vite dans ma tête. Comment allons-nous sortir d'ici? Pour l'instant, je tente de me dissimuler avec Waban. J'observe les prédateurs qui nous traquent. Et l'adrénaline commence à monter en moi. La peur. La dernière fois que tu as vu pareille chose, c'était lorsque la crue d'une rivière qui avait débordé avait déterré un corps. Un corps à moitié rongé par la mort, décoloré, blanc-gris, presque vert. Les deux ressemblent à des cadavres que l'on aurait déterrés. Clairement, tu perçois des gestes animaux. Lui de devant, dos un peu voûté, renifle l'air. Tu sens son regard se poser dans votre direction. Le chasseur en toi sait qu'il vous sent. Restes-tu immobile, Nibé? Continues-tu à retenir Waban? Je chuchote à l'oreille de Waban. La corde, tu la montes la plus vite possible. Il existe sûrement une autre issue. Toi, sépare le pont. Moi, je les attire. Tu es prêt? Waban te regarde, interloqué. Tu vas attirer ces monstres? Sérieux? Et à ces mots, je me lève et je pars à courir dans une direction, disons vers la proue du navire pour attirer les deux créatures. Aussitôt que tes pieds commencent à troubler l'eau, tu attires l'attention des deux décharnés qui se précipitent vers toi. Un rapide coup d'œil derrière, tu t'aperçois que Waban hésite, semblant figé. Mais à ton grand soulagement, après quelques secondes d'hésitation, il se lance vers cette corde. En adresse, à quoi ça ressemble pour Nibé? Je suis bon, mais je suis tellement stressé que l'adrénaline embarque et je vais prendre un point de fiction pour me donner un plus 10% supplémentaire. Mon but, c'est de ne pas me faire toucher, gagner du temps pour que Waban monte, puis espérer attraper cette corde et crier pour qu'il me monte le plus vite possible. Ou, si c'est impossible, essayer de trouver une autre issue, mais on verra bien. Rapidement, tu vas prendre conscience que oui, ils sont animés d'une furie bestiale. Mais côté coordination et adresse, c'est pas terrible. Avec ton point de fiction qui te rajoute 10%, il te faut 80% et moins pour t'en tirer. 36. Le navire est venu s'empaler contre les rochers, ouvrant sa coque sur le flanc, créant une ouverture. Ouais, effectivement, Nibé perçoit des rayons de lumière qui percent les flancs de cet immense navire échoué et continue de se frayer un chemin à travers les débris pour l'atteindre le plus vite possible.
Tu entends tes poursuivants derrière, leur râle, leur cri maintenant, alors qu'ils t'ont repéré, qu'ils ont senti la faim. La faim les fait avancer. Alors qu'on voit tes gestes habiles contourner les caisses, les sauter, eux les poussent, rageurs, et progressent. Tu as gagné du terrain sur eux, et après quelques secondes, à travers un soleil diminué, à moitié caché derrière quelques nuages, la clarté vient frapper ton visage. Pendant une seconde, Nibé est aveuglé, et ses pieds frappent l'eau. Tu savoures peut-être cette lumière un instant, mais les sons tout près, derrière toi, le son des caisses qu'on bouscule et les grognements. Tu sais que tu n'as que 4 ou 5 secondes de répit. Dans l'eau, jusqu'à la taille, Nibé se débat pour rejoindre la plage. Dans ton dos, sur le bateau, tu entends « Nibé! Nibé! » Je ne me retourne pas. Je continue. Je dois atteindre la plage. Tu l'atteins. Les rases se font plus claires. Tu comprends que tes 2 poursuivants sont sortis, eux aussi, du navire. Quand je pense que j'ai assez d'avance, je me tourne pour jeter un coup d'œil. Rapide. L'angle du navire, de la façon qu'il tangue, permet de voir d'où tu es un peu le dessus du pont. Tu devines ton ami au sol. Tu vois ses bras qui tiennent à 2 mains sa hache pour retenir l'un de ses décharnés qui est par-dessus lui. Et merde. Quand je vois ça, je suis saisi d'effroi. La forêt est si proche. Il me serait tellement facile de semer mes poursuivants, mais je peux pas laisser Waban. Je rebrousse chemin. Chemin qui est entravé par 2 de ces monstres. Mais je suis prêt à risquer le tout pour le tout et à passer près de mes poursuivants. Tu te reposes sur ton adresse. Pas le choix. 70% de chance d'atteindre le navire et ce cordage salutaire, autant pour toi que pour Waban. Es-tu tenté d'utiliser tes points de fiction? Je vais en réutiliser un autre. Il faut que ça passe. 80% de chance de réussir. Allez, Nibé, c'est ta force. 10. Brillamment réussi. Raconte-moi. Sans hésitation, Nibé fonce directement vers ses assaillants. Un pas de côté, un tour sur lui-même, et il évite habilement les mains d'un de ses assaillants. Le deuxième hébété s'arrête avant de reprendre sa course maladroite. Nibé saute de pierre en pierre. Son but, atteindre les cordages et grimper au plus vite. Et avec ce résultat de 10, aucun souci. Non seulement tu arrives à esquiver tes 2 assaillants, mais tu as aussi agrippé le cordage sur le flanc du navire. Et déjà, on voit apparaître l'une de tes mains sur le bastingage. Ton frère d'armes est dos au sol, sur le pont. La créature par-dessus lui, qui tente de le griffer et le mordre. Mais avec ses genoux et sa hache qu'il tient à 2 mains, la mâchoire du monstre se referme et claque à quelques centimètres à peine de son visage. Un visage déformé par l'effroi et l'horreur. Dès que les pieds de Nibé touchent le pont du navire, il lance un puissant cri de guerre. Court en direction de la créature et se projette sur elle avec ses 2 pieds. À quoi ça ressemble en mêlée pour Nibé? Mêlée, c'est moyen, mais... T'es dans la moyenne, ouais. Moi, je vais encore y aller pour mes points de fiction. C'est l'adrénaline qui l'habite, là. Je vais aller me chercher mon dernier plus 10 de disponible. Ces créatures sont aussi dans la moyenne. Ton jet aurait été de 50%, tu es à 60%. Tu es très chanceux. 25, ça passe. Oh, il est satisfaisant, celui-là. Ah, il brille, Nibé. Que se passe-t-il? Les 2 pieds de Nibé frappent violemment le décharné, qui est projeté sur le bastingage du bateau. Nibé s'écroule au sol, aux pieds de Waban, qui est maintenant libéré de la créature. Ton frère d'armes se relève presque d'un bond et se retrouve sur ses 2 jambes, accroupi. Un bref regard vers toi et il fonce vers la chose, le décharné, qui entreprend de se relever. Nibé court vers l'entrée de la cale, où il a laissé son arc et ses flèches. Alors que tu disparais rapidement dans la cale, je vais te faire lancer le jet pour Waban, qui s'élance sur la créature avec sa hache dans le but d'en terminer. OK. Il est tout le contraire de toi, ton miroir. Lui, il est bon en mêlée. C'est donc 60% de chance de réussir. 10% en dessous ou au-dessus, c'est un winner. Allez. Je vais me fermer les yeux et je vais appuyer. Oh, c'est bon. Réussite, 39. Tu as récupéré ton carquois et ton arc, et tu te hisses à nouveau sur le pont, au moment où on entend un craquement. La hache de Waban est profondément enfoncée dans le crâne de la créature, toujours debout, qui tressaille, et lorsqu'il la retire, le corps décharné s'affale sur le bois du pont. Mais s'il y avait joie, elle est de courte durée,
car à ta gauche, tu perçois le cordage qui pend sur le bastingage, celui que tu as utilisé pour grimper. Le cordage s'agite. Tu comprends rapidement que tes 2 poursuivants ont entrepris de grimper sur le navire. J'encoche une flèche et je fonce vers le bastingage. Tu les vois, les 2 accrochés, tels des araignées écœurantes et pourrissantes au cordage, et qui grimpent vers toi. Je tire. Auras-tu encore cette chance qui te colle au cul? Espérons-le. Étant donné leur position, en train de grimper dans les cordes vers toi, en dessous de toi, ce sera un tir très facile. 80% et moins. 29. En pleine tête, cette flèche? Ah oui, en pleine tête. Le corps se fige et reste accroché dans les cordages, alors que l'autre est presque arrivé à la hauteur du bastingage où tu te trouves. Je me recule, j'encoche et je dis « Waban! Waban! » pour lui indiquer que quelque chose va surgir du côté du navire. Il a le temps de se placer à côté de toi, haletant, sa hache en main. La chose apparaît, le crâne à moitié fendu. On devine la cervelle, un regard fou, un regard qui a faim. Elle est accrochée au bastingage et entreprend de l'enjamber. « Tire, Nibé, tire! » J'encoche ma flèche, je vise la tête et je laisse mon projectile s'échapper. Pour qu'est-ce qui est du tir à la tête, c'est le jet qui va nous le dire. Si tu fais 30% et moins, c'est gagné. OK. Tu pourras festoyer. Et là, comme la créature est en train d'enjamber le bastingage, c'est encore pour toi un tir à 80% et moins. 99. C'est un fiasco! Ça doit faire mal. La fiction doit te frapper doublement. Ouais. Au moment où je m'apprête à décocher la flèche, dans ma panique, je réalise trop tard que j'ai beaucoup trop bandé mon arc. La pointe vient m'entailler le pouce, solidement, et la flèche passe au-dessus de la tête de la créature. Je me recule, sidéré d'avoir manqué un tir aussi facile. Alors que tu as raté ta cible, elle ne te rate pas. Certes, ces morts vivants ont très peu d'adresse, mais tu vas vite te rendre compte que la rage et la faim les animent d'une force surprenante. Alors qu'elle bondit sur toi et te heurte, vous vous retrouvez tous les 2 au sol, sur le pont, vos membres entremêlés. La mêlée au sol avec la créature est furieuse. Nibé se débat, utilise son arc pour faire rempart. Elle est par-dessus toi, sa bouche avide qui tente de t'atteindre. Un long filet de bave visqueux vient goûter sur ton front. Toutefois, tu sens le corps de la créature tressaillir. Wabam est derrière et la frappe dans les côtes. Nibé profite des assauts répétés de Waban pour s'extirper dessous la créature. Voyant sa proie lui échapper, celle-ci se retourne vers son agresseur qui ne cesse de s'acharner sur son flanc. Elle réussit à gripper le bras de Waban. Oh, lâche-moi! Nibé utilise son arc comme une lance. Il frappe violemment la créature à la tempe. 1 fois, 2 fois. À chaque coup, tu as vu cette tête se pencher vers le bras de Waban. C'est au 3e coup que tu sens le corps se relâcher, le corps du décharné. Au 3e coup, un bruit sourd. Une partie de l'arc s'est enfoncée dans la tempe de la créature. Celle-ci glisse au sol mollement. C'était un cheveu. Tu remarques alors le sang sur le bras de Waban. Son sang. C'est un fiasco que tu as fait. La fiction te frappe doublement. Tu as sacrifié ton arc. Et moi, MJ, je mets ton fer d'arme dans une posture peu enviable. J'ai comme l'impression que pour l'instant, Nibé n'a pas conscience que cette morsure-là va changer le destin de son ami Waban. Effectivement, tu ignores que c'est beaucoup plus dangereux qu'il ne paraît. Nibé laisse tomber son arc. De toute façon, il ne lui sera plus utile dans l'état où il est. Il regarde la blessure à son pouce. Il faut vite rejoindre le campement et avertir les autres. Tout à fait d'accord. Ces grands canoës peuvent contenir des villages entiers. Waban regarde la morsure à son bras, secoue la tête pour reprendre ses esprits et se dirige vers le bastingage. Soudain, apparaît un bras sur le dessus de la rampe. Quelqu'un se hisse sur le navire. Wabam a un geste de recul, déjà sa hache brandie dans les airs. Mais vous reconnaissez rapidement Nigan, l'un des chasseurs de votre clan. C'est lui qui accompagnait Kichi pour s'enquérir des nouvelles auprès du campement voisin. Avec un effort suprême, il enjambe le bastingage et tombe sur le pont, à bout de force, haletant sur le dos. Je suis arrivé. J'y suis arrivé. Nigan, qu'est-ce que tu fais ici? Fait Wabam, en s'agenouillant près de lui. Le campement de Taneskis.
il a été détruit. Tous ces gens, à moitié dévorés. C'était horrible. C'était des Anglais qui les ont attaqués. Ils n'étaient pas normaux. C'est comme s'ils étaient morts, mais qu'ils marchaient encore. Je m'approche de lui. Il te regarde, mais tu n'es pas certain qu'il te voit. Nous sommes retournés au campement et nous avons fait notre rapport au vieux Niskam. C'est pour ça que je suis ici. Nous devons maîtriser l'esprit du grand manque, de la faim. Il est persuadé que tout part d'ici. Et il m'a donné tout ce qu'il faut pour faire un rituel de purification. Il se redresse sur ses coudes et se défait de la bandoulière qui pesait sur son épaule. Celle-ci retient un sac en peau de cerf. Difficilement, il se met à genoux et vide le contenu sur le pont. Par le feu sacré, les herbes appropriées et les champs, nous devons purifier le lieu. Sur le plancher, tu perçois tout ce qu'il faut pour allumer un feu, de la sauge et d'autres herbes. Je regarde Waban. Du sapinage. Il va nous en falloir beaucoup. Très bien, je m'y colle. Waban enjambe le bastingage et entreprend de descendre le cordage. À quatre pattes, tu vois Nigan les mains tremblantes qui tente d'allumer un feu. Tu comprends que pour vous rattraper, il a fallu qu'il déploie beaucoup d'énergie. Je me penche. Je vais t'aider, Nigan. J'ai vu des choses horribles, Nibé. Horribles. Nous allons brûler la tanière de ce mal. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi récupérer un objet du navire. Un symbole corrompu, anglais. Un fragment qui représente la faim. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Niskam ne m'a rien dit à ce sujet. Il m'a seulement parlé d'un symbole puissant, d'un symbole corrompu. Moi et Waban avons visité les entrailles de ce grand navire. Tout ce que nous y avons trouvé, c'est un homme enfermé. Un symbole. Quel serait-il, lune d'été? Nibé regarde à gauche et à droite et commence à errer sur le navire. Cherche l'objet qui pourrait avoir corrompu ces hommes, même si, dans son plus fort intérieur, il sait bien qu'ils ont commis l'irréparable et qu'ils ont mangé la chair de leurs semblables, poussés par la faim. Dis-moi, est-ce que je vois quelque chose qui pourrait se révéler être cet objet maudit, ce symbole corrompu, qui a poussé ces hommes à cette folie de s'entre-dévorer? Au-dessus de toi, les voiles ont disparu, arrachées par cette tempête qui a fait échouer le navire. Mais quelque chose claque encore. La moitié d'un drapeau, le drapeau anglais. Un symbole, certes, mais est-il corrompu? Est-ce ce drapeau qui a empoisonné le cœur des hommes sur ce navire? Ah oui, on voit Nibé se laisser tomber dans la cale. Couteau à la main, il se fraye un chemin à travers la cargaison. Il arrive face à ce qu'il prenait au premier regard pour d'immenses bûches. Mais il se rend compte que ces étranges formes cylindriques sont formées de planches et cerclées d'un métal, comme celui de son couteau. Il s'acharne avec plusieurs coups à en percer la partie supérieure. Une odeur étrange lui vient au nez. Il plonge sa main dans le liquide, la porte à ses lèvres. Un liquide que tu reconnais que trop bien. Un liquide que tu as vu corrompre certains des tiens. L'eau qui rend fou. Je renverse le baril. L'odeur d'alcool et de brandy envahit tout l'endroit et se superpose à celle de la moisissure qui flottait dans la cale. Nibé va attraper un tonnelet. Il va le remonter sur le pont et le rouler jusqu'à Negan. Ensuite, il va se diriger vers l'arrière du navire et va grimper au mât pour en retirer la peau sur laquelle se trouvent les couleurs de la nation. Ah, un autre symbole anglais, ce drapeau. Et déjà, lorsque tu arrives sur le pont, tu vois que Waban a déjà rassemblé plusieurs branches de conifères pour démarrer un feu rapidement. C'est bien ce que tu avais demandé, non? Oui, je veux que quand ça démarre, on n'ait pas à se poser de questions sur ce qui va se passer ensuite. Alors que tu es en train de grimper ce mât et peut-être de préparer ton couteau afin de récupérer l'étendard anglais, cette hauteur acquise te permet de voir jusqu'à la lisière de la forêt, d'où vous êtes sortis quelques heures plus tôt. Et là, tu vois des formes surgir de la végétation. Peut-être 200, voire plus. Certains avec ces vestes et ces pantalons que portent les Anglais. Mais il y a encore plus de gens, de ton peuple, Nibé. Et à voir leur façon d'avancer, aucun doute n'est permis. La grande faim s'est emparée d'eux. Je me suis saisi des couleurs du navire. Je redescends sur le pont. Negan, Waban. Seul Waban va se retourner. Nigan, lui, est en train de Faire le rituel. faire le rituel et commencer à chanter.
Il semble que beaucoup de décharnés sont en train de revenir à leur tanière. Je les ai aperçus du haut, du mât. Merde, on ne fait que commencer le rituel. Waban se retourne, nerveux, et approche du bastingage. Et on les voit, vagues de décharnés, d'abord marchant, puis accélérant, courant vers vous. Et à leur tête, Senket, le premier chasseur de votre campement. Et derrière, tu la reconnaîtrais entre mille. Wapi, ta promise, la flamme qui fait battre ton cœur. Ils ont tous été infectés par la faim. Lune d'été est saisie d'un étrange vertige. Il comprend que son monde vient de s'écrouler, que la grande faim a frappé avant l'hiver, qu'elle est descendue sur les côtes à bord de ce navire anglais. La seule chose qui reste à faire, c'est d'espérer que tous ces démons se ruent sur ce navire, enflamment et s'y consument. Te tournant le dos, Wabam est resté immobile, ses deux mains accrochées au bastingage, observant la marée inhumaine foncer sur vous. Je m'approche de lui, j'y mets la main sur l'épaule, puis je lui dis « Une fois qu'ils seront tous montés, nous pourrions plonger de l'arrière du navire. » Ton frère d'armes ne bouge pas d'un cil, et tu remarques courir sur ses avant-bras des veines noires pulsantes. Nibé tourne son ami de force pour voir son visage. Ton ami a perdu ses couleurs, sa joie de vivre et le souffle qui l'animait. Mais ce sont surtout ses yeux qui te frappent, devenus laiteux, et cette écume aux lèvres, et 3 mots. Faim, faim, faim. Et tu comprends alors que l'homme qu'a vu Niskam dans son rêve, dans son songe, n'était autre que ton ami Wabam. Ses mains délaissent la rambarde et ses bras se lèvent vers toi. Et derrière lui, plus de 200 décharnés qui foncent vers le navire. Nibenigus, lune d'été, pivote sur lui-même, dans une course désespérée, tente d'atteindre l'arrière du navire pour se jeter à la mer. OK. Matt, j'ai une proposition à te faire. Vas-y, je suis toujours preneur. Bon, on connaît ton objectif, c'est d'aller à la poupe, à l'arrière du navire, et de plonger. De laisser cette horde de décharnés brûler, alors qu'ils sont maintenant en train de grimper sur le navire. Et à l'instant où on se parle, Nigam est en train d'essayer d'allumer ce feu, et qui devrait vite se propager avec cet alcool et ces branches de conifères. OK. Et moi, je te propose de régler ça en un seul jet. On est joueur, on est gambler. Est-ce que tu es partant? Ouais, ça serait très bon. Fait que... En adresse, tu es bon, il me semble. Effectivement. 70% de chance de réussir ton plan. L'adresse, ce n'est pas la force de ton ami Wabam qui va se lancer à ta poursuite. Allez, les dés sont jetés. 67. On y va pour un oui, mais... Tu réussis, mais... On va s'amuser? Amusons-nous. Amusons-nous. On voit ton visage, tordu, sous l'effort, tout donné pour t'échapper, alors qu'au-dessus de ton épaule, juste derrière toi, un autre visage, celui de ton ami, ton frère d'armes, tordu par la haine et la faim. Tout en dehors, les bras tendus, il tente de t'agripper. Encore plus loin derrière vous, à genoux sur le pont, main tremblante, Nigam tente d'allumer l'amadou pour démarrer le brasier. Les décharnés affluent. Plusieurs ont déjà atteint la coque du navire. Leurs mains griffues cherchent prise et aspérité pour grimper. Waban est derrière toi. Tu peux presque sentir son souffle sur ta nuque, alors qu'il râle ce mot. Faim. Faim. Nibé court, espère la fin de ce navire et l'océan. Une flamme jaillit entre les mains de Nigan, toujours à genoux dans ce liquide, alcoolisé. Le jeune natif pleure, mais dans son regard, la détermination de tout un peuple. Des silhouettes décharnées et frénétiques envahissent le pont. Dans les mains de Negan, une flamme brûle et éclaire son visage. Il ferme ses yeux, mouillés de larmes. Derrière lui, des silhouettes tordues et affamées s'agitent.
Nibé a presque atteint la fin du navire lorsqu'une puissante main saisit sa tunique. Est-ce qu'on a un cote là? Ouais. Fondu au noir. Le son du ressac, la mer qui vient lécher la plage. Un corps sur le sable gris. Un homme accroupi dans quelques pouces d'eau, haletant. En arrière-plan, le navire anglais au loin qui brûle. Les flammes léchant le ciel. Tu as réussi, ni bé ni gousse, lune d'été. Je me relève, difficilement, épuisé. La tunique en peau de castor qui recouvre son corps, en partie déchirée. Je porte la main droite à mon épaule. Une morsure, puissante, marque sa chair. Le mai de ton 8 mai. Quelques pas vers la forêt. Il s'arrête pour contempler le brasier. Tu vois au loin le navire, ce brasier, le plus énorme que tu n'as jamais vu. Nibé tourne son regard vers la forêt, engourdi, frissonnant. J'ai faim, tellement faim. Et on te voit disparaître dans la pénombre de cette forêt. Tel un animal blessé, titubant. Et à tes pas traînants se joignent d'autres pas, tout aussi blessés, ceux d'un ours, à la patte arrière droite presque arrachée, l'ours mort que vous aviez trouvé, Waban et toi, quelques jours plus tôt. L'animal t'accompagne. Et à des kilomètres, une meute de loups se met à hurler avant que le silence et la faim ne s'emparent du territoire. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre légende. Est-ce ainsi qu'on termine notre récit, Matt? Tu peux pas t'en sortir quand il y a un Wendigo à la fin. Tu peux pas t'en sortir. Une fois que la fin est là, la fin est là. Ah là là. Et voilà ton 8 mai. Tu as réussi à sortir de ce navire, mais... Non, pas indemne. De toute façon, quel cauchemar. On voit tous nos compagnons qui arrivent en décharné. Ah. Mais j'ai bien aimé le piège dans lequel je me suis lancé en vantant les possibles... Ah oui! Les possibles objets qu'il y avait dans le navire. J'ai fait « Ah, c'est tellement bien pour ce personnage-là. » Ah, ça s'est retourné contre toi. C'était très bien. J'ai bien aimé ça. Dans le navire, dans la cale, j'ai vraiment eu la chienne. Quand t'as fait entrer les deux, j'ai fait « Ah, merde! » Tellement, ça tellement coincé comme des épées. Ah oui, quand t'entends les deux plouches. Sauf que, tu sais, je pouvais pas agir en fonction de « Ah oui, il y a des zombies. Ah oui, tu sais, je vais me faire pogner. Ah oui, il va arriver telle affaire. » Tu sais, je veux dire... Sans dire qu'il faut être épais, faut agir comme si on ne sait pas. T'sais. Ben, c'est vrai que là, on a joué du zombie, justement, à cette époque-là, en 1620, en 1620, ça amène autre chose. T'sais, moi, je l'avais fait dans une campagne de Worm, là, des zombies, là, des mangeurs de chair, là, des cannibales, pis tout ça. Là, mais c'est comme Emmanuel Roudier, l'auteur de Worm, il avait fait une campagne dans ce sens-là. Ouais, il y a une BD de Néandertal où il y a des gens qui mangent les autres. Pis ça les rend plus forts, mais plus dangereux aussi. Puis on avait laissé comme des espèces de goules, puis les joueurs avaient rushé en crif là, quand t'as pas de fusil. Là. Oh là là! Oh là 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 là! Oui, puis j'ai été... tu sais, c'était un scénario que... T'étais fin, là. J'ai été fin, sauf en matière de zombies, parce que ce que vous avez affronté, c'est... Je vous en ai mis 3 dans les pattes, là, tu sais. J'ai pas été dans les hordes de zombies, parce que là, ça aurait... Ah non, j'ai bien aimé mon saut chassé qui a marché, là. Oui, mais écoute, t'as bien brillé, là, avant que ça parte avec un fiasco suivi d'un 8 mai. 99, là. Ouais. Le 99, j'ai dit, ça serait vrai. Tu sais ça, je me coupe le pouce. Coupe le pouce, perd son arc, perd son fer d'arme. Mais là, tu vois, le fait que tu m'as mis dans une position où j'avais la chienne pour mon personnage, ça faisait que j'étais moins porté, tu sais, à être... Tu sais, j'étais comme le côté créatif, c'était plus « Asti, m'a me faire tuer. » J'étais plus en mode « Si je m'offre un jet, là, c'est un zombie, je suis dans la merde. » C'est jamais une belle position de jouer contre des zombies. C'est stressant. Quand je joue du zombie, j'ai tout le temps la patate qui fébrile. Parce que c'est vraiment quelque chose que si ça arrivait pour de vrai, esti que je capoterais parce qu'on serait tellement dans la merde, là. Ben, c'est sûr, une épidémie comme ça serait épouvantable. Que le monde y meurt, c'est une chose, mais qu'il te court après avec la rage de te manger, ça en a un autre.
Ben, c'est notre peur d'enfance, hein. Les enfants, on a tout le temps peur que nos parents nous mangent. C'est resté dans l'inconscient collectif avec les panthéons grecs. Ah oui, c'est Cronos, c'est l'ogre qui est là, qui est prêt à nous bouffer. Ouais. C'est un réflexe de parents aussi, hein. Je vais te manger, je vais te manger. Il y a quelque chose par rapport au cannibalisme qui est spécial. Je pense que c'est pas mal l'ultime tabou. Hein. Oui, et puis je pense que c'est parce que, sans doute, pendant une longue période, on s'est peut-être adonné aussi au cannibalisme lorsqu'on parle des tribus très primitives. Il y a beaucoup de paléontologues qui se rendent compte qu'il y a probablement des rituels mortuaires qui n'en sont pas, mais que c'est vraiment... Bon, ça y est, Matt et moi, on est partis sur une conversation délirante qui a duré plusieurs minutes. On va t'épargner ça. Et j'espère que tu as apprécié cet Actuel Play sans prétention, petite partie entre amis, petit délire qu'on avait envie de jouer. Et si tu as apprécié, je t'invite à nous envoyer un pouce, à nous écrire, à nous encourager et aussi à partager ce que font les Imagitateurs. On vous enjoint également à venir nous voir sur notre Discord. Et s'y passe des choses bizarres. On est également sur Facebook, TikTok, Instagram et tu peux nous écouter en podcast, que ce soit pour des capsules sérieuses ou ridicules ou des Actuel Play. On t'invite à rejoindre notre communauté. C'était Matt et Eric qui, avec toute l'équipe des Imagitateurs, vous souhaitent un bon été. Et d'ici notre prochaine rencontre, brassez et imagitez votre JDR. Ciao!